garde normalement 10 minutes pour les questions, du coup 40-50 pour les questions normalement. Après, On va finir à 50. Ouais, et puis alors moi je vais tout finir à 50. À 50, il y a une autre conférence qui tombe. Oui, c'est je commence. Faut rentrer. Bien rester. Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Elsa Landard, je suis journaliste et je suis la modératrice de cette nouvelle table ronde, la première de cet après-midi. On va parler de numérique. Et comme le montrent les chiffres du dernier baromètre du numérique de l'ARCEP qui sont sortis la semaine dernière, le numérique est omniprésent dans nos vies. Bon, on le savait, mais là les chiffres sont vraiment parlants. 9 Français sur 10 possèdent un smartphone. 84% se connectent tous les jours à Internet et ça monte jusqu'à 99% pour les adolescents, 98% pour les actifs. Une vraie dépendance, une potentielle addiction même. 42% des Français estiment passer trop de temps sur les écrans. Ça, c'est vraiment nouveau. Ce qui n'empêche pas pour autant une fracture qui persiste dans les usages, puisque 44% des Français ressentent toujours des difficultés dans certaines démarches. Et en termes de consommation, les Français utilisent toujours plus de données, mais gardent leurs appareils plus longtemps. Et ils sont aussi de plus en plus conscients de l'impact du numérique sur l'environnement. Alors, à l'ère de la dématérialisation, du tout connecté et de l'addiction aux écrans, comment rendre le numérique plus sobre, plus sûr, plus inclusif ? Comment en faire un véritable vecteur d'engagement ? On va en parler avec nos trois intervenants, nos trois invités. On va garder un petit peu de temps aussi à la fin pour vos questions. Donc si vous en avez, gardez-les, notez-les dans un coin de votre tête. Vous pourrez les poser à la fin. Claire Boilet-Forestier, bonjour. Vous êtes directrice RSE et engagement chez Bouygues Télécom. Delphine Jamet, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire de la ville de Bordeaux et conseillère déléguée au numérique de Bordeaux Métropole. Paul Soncourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable régional Nouvelle-Aquitaine d'Emmaüs Connect. Claire Boilet-Forestier, je voulais commencer par vous. Bouygues Télécom vient de sortir en début de semaine sa nouvelle stratégie RSE. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez construit cette feuille de route et puis nous parler un petit peu de ces grands axes ? Oui, merci beaucoup. Je suis très heureuse de pouvoir partager ça avec vous aujourd'hui. En fait, effectivement, donc il y a 48 heures, on a lancé la nouvelle feuille de route RSE chez Bouygues Télécom. Alors, la RSE, elle existe depuis très longtemps chez Bouygues et notamment chez Bouygues Télécom. Mais il y a 18 mois, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on crante, comment est-ce qu'on va un peu plus loin en termes d'engagement. Et moi, je suis personnellement convaincue qu'une stratégie RSE, si elle n'est pas co-construite, si elle n'est pas embarquante, comprise par les collaborateurs, elle n'a absolument aucune chance de survie, d'impact et surtout de créer de l'adhésion et de l'engagement. C'est la raison pour laquelle on s'est dit, on va poser la question à nos parties prenantes. Donc on a interrogé plus de 1600 personnes il y a un an pour qu'elles nous aident à prioriser nos enjeux RSE. Donc on avait une trentaine de thématiques et on a fait des entretiens qualitatifs avec des clients, avec des partenaires, des sous-traitants, des fournisseurs, des élus, des associations pour nous permettre de passer de 30 thématiques à 10, une dizaine d'enjeux structurants pour Bouygues Télécom. Et suite à ce premier travail de consultation vraiment massive, on a fait travailler plus de 150 collaborateurs en interne sur finalement le contenu de cette stratégie. Quels étaient les engagements concrets que l'on prenait ? Quelle était l'ambition, qu'elle soit qualitative ou quantitative ? Quels étaient les indicateurs de performance que l'on imaginait ? On ne peut pas imaginer une stratégie en entreprise sans qu'elle soit pilotée et qu'on le suive et qu'on monitore sa performance. Donc c'est vraiment le fruit d'un travail qui embarque toute l'entreprise, qui représente toutes les politiques centrales de l'entreprise. Ça paraît toujours étonnant quand je dis qu'une politique RSE, elle ne peut pas être à côté des autres politiques centrales. En fait, c'est chaque direction centrale de l'entreprise qui doit prendre des engagements et faire en sorte que la transformation ait lieu dans toute l'entreprise. Et donc, très, très rapidement, cette stratégie, elle a trois grands axes. Le premier, c'est évidemment tourner autour de Bouygues Télécom comme entreprise responsable et engagée, et c'est vraiment les sujets sociaux, donc les sujets évidemment de diversité, d'inclusion, de formation, de qualité de vie au travail, de santé-sécurité, et des sujets un peu plus de gouvernance, les achats responsables, l'éthique.
Un deuxième pilier qui est vraiment résolument tourné vers nos clients. On aura la chance d'en parler un peu plus, mais c'est très important à la fois côté B2B et B2C d'adresser les attentes des Français en la matière. Et enfin, un troisième axe qui est évidemment, et puis je pense cher à vous tous aujourd'hui, tourné vers les sujets environnementaux avec deux grands enjeux. Le premier, c'est poursuivre notre engagement en faveur de décarbonation, autant d'un point de vue atténuation qu'adaptation, qui est plus que nécessaire aujourd'hui. Et un deuxième axe sur l'environnement autour de la préservation du vivant et des ressources. Voilà ce que je pouvais vous partager sur les grands axes de cette stratégie. C'était très succinct, très bien résumé. Delphine Jammet, vous êtes attentive aux politiques RSE, aux stratégies RSE des entreprises avec lesquelles Bordeaux Métropole travaille, notamment sur le marché public. Comment vous regardez ça ? Ah oui, c'est une très bonne question. Merci beaucoup. Effectivement, un des moyens d'une collectivité territoriale d'influer un peu sur le monde de l'entreprise, c'est via ses marchés publics et donc de mettre des clauses qui sont impactantes potentiellement pour les entreprises qui vont y répondre. Et effectivement, on a décidé, et notamment depuis le début de ce mandat, d'intégrer, en tout cas dans nos marchés qui concernent le numérique, plus de 10%, enfin jusqu'à 10%, enfin plus, à partir de 10%, c'est l'objectif, de clauses sociales et environnementales et de numérique responsable dans nos marchés publics. Et je vais donner un exemple, parce que, bien entendu, je crois qu'en 2023, on était à une trentaine de pourcents de marchés avec cette clause, et aujourd'hui, on est à 69% de nos marchés avec cette clause. Et là, l'intérêt qu'il y a, par exemple, sur un des marchés, un des gros marchés que la métropole a passé, notamment son marché réseau, alors je vais parler d'un de vos concurrents, je suis désolée, mais sur notre marché réseau, qui est un marché avec un maximum, je crois, d'engagement de 35 millions d'euros, donc c'est pas un petit marché, hein. Et on a mis des clauses environnementales et sociales importantes, d'insertion, etc. Et là, l'entreprise qui a répondu et qui a gagné le marché, alors il y a aussi des critères techniques, bien entendu, mais sur ce critère RSE, nous a dit qu'effectivement, ils avaient énormément travaillé sur ce critère RSE pour gagner le marché. Et donc, ça leur a fait voir d'une autre manière le développement du marché public sur le territoire et d'une autre manière de faire. Et donc, du coup, dans le cadre de l'exécution de ce marché, il y a un comité de pilotage, justement, de cette stratégie RSE de ce marché pour bien suivre les indicateurs. Donc, ça, c'est pour dire que, les collectivités ont du pouvoir et un pouvoir important en matière de marché public, et je pense qu'il faut vraiment qu'on le fasse pour pousser les opérateurs à aller toujours plus loin dans ces engagements RSE. Et alors, si l'entreprise a répondu, c'est qu'elle le faisait bien entendu déjà un petit peu avant. Mais par contre, là, on les a poussés encore un peu plus. Et surtout, ce qui est intéressant dans le cadre de ce marché, c'est ce suivi. Et je pense que c'est assez fondamental parce qu'on peut mettre des clauses environnementales et sociétales dans un marché public, mais on met 10%, super, et puis derrière, on ne suit pas. Donc tout l'enjeu est de suivre et effectivement, en tout cas, de nous structurer en interne pour pouvoir suivre ces marchés. Et donc là, bien entendu, on priorise les gros marchés parce que c'est des marchés à impact important plutôt que les plus petits marchés. Mais en tout cas, tous nos marchés publics de plus de 40 000 euros ont maintenant cette clause qui est intégrée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans les grandes lignes, pareil, la politique numérique de Bordeaux Métropole ? Le mot d'ordre, c'était un numérique choisi et non subi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire d'abord un numérique engagé, choisi et non subi. C'est que, en fait, ça va tellement vite que forcément les solutions s'imposent tout le temps à nous, entre guillemets. Ou alors, on a des éditeurs de logiciels qui sont très peu nombreux sur un domaine, notamment dans les collectivités territoriales, c'est assez vrai. Par exemple, domaine finance, domaine RH, etc. C'est toujours un peu les mêmes. Et donc, le but, c'est effectivement d'aller vers quelque chose que nous, on prescrive et pas qu'on nous impose. Et donc là, il y a vraiment une volonté d'aller un peu plus là-dessus, où aujourd'hui, même sur toutes les nouvelles technologies qu'on peut nous proposer, ici, par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui proposent des offres de services et c'est normal, mais derrière, il ne faut pas qu'on se dise « Ah ben voilà l'opportunité » sans regarder finalement le besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on regarde vraiment le besoin. Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette solution ou pas ? Est-ce qu'on peut faire autrement ou pas ? Est-ce que ça va être vraiment utilisé ? Parce que non seulement c'est choisi et non subi, mais c'est aussi utile, utilisable et utilisé, parce qu'il y a beaucoup de numérique aujourd'hui et de solutions qui prétendent révolutionner la planète, et en vrai, c'est pas tout à fait le cas. Et donc, on a une nécessité de faire en sorte que ça soit utilisable et utilisé par toutes et tous, et notamment par nos
nos agents. Et dans notre politique numérique responsable, on a effectivement tous ces piliers-là et tout le côté éthique aussi. Et aujourd'hui, avec l'IA qui arrive en plus de façon importante et rapide, il y a une nécessité qu'on soit en ordre de marche sur ces volets éthiques parce que nos concitoyens, nous sommes un tiers de confiance en fait, une métropole ou une mairie. Nous sommes des tiers de confiance. Et donc, il faut qu'on garde cette confiance auprès de nos concitoyens et donc, il faut qu'ils sachent comment on utilise le numérique, comment on utilise leurs données, comment on protège leurs données personnelles. Et ça, c'est une nécessité. Donc, on a besoin de cette transparence. Et ensuite, on a besoin d'un numérique non subi, choisi. Et ça va pouvoir faire le lien avec Paul, mais aussi comment on fait en sorte qu'on n'exclue pas les gens par le numérique et cette dématérialisation à marche forcée. Donc là, on a un véritable enjeu d'accompagnement, nous aussi, et de faire des services numériques qui soient le plus accessibles à toutes et à tous. Et donc là, on a une énorme politique d'accessibilité et d'éco-conception aussi de nos sites Internet, par exemple. Paul Soncourt, l'accessibilité, c'est votre domaine. À Emmaüs Connect, votre mission, c'est d'accompagner les publics en précarité dans l'accès au numérique. Le slogan, c'est « Faire du numérique une chance pour tous ». Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, on en est encore loin ? En effet, on est encore un peu loin. Alors, vous l'avez évoqué, Elsa, en introduction. On a les derniers chiffres là, qui datent d'à peu près un mois. 84% des gens qui se connectent à Internet, ça veut dire qu'il y en a 16 qui ne se connectent pas. Nous, on voit à chaque fois les statistiques dans l'autre sens. On a à peu près 98% des Français qui ont un téléphone et 91% qui ont un smartphone. Donc, il y a 9% de la population qui n'a pas de smartphone. Donc on voit à chaque fois sous cet angle-là. La fracture numérique, c'est le sujet sur lequel on travaille, sur lequel on agit depuis 10 ans, ça fait un peu plus de 10 ans d'ailleurs. Et on a essayé de se fixer un cap pour les 10 prochaines années, et on a notamment dit qu'on voulait changer la donne à la racine. Et donc je suis ravi d'entendre mes prédécesseuses, chacune incarner des acteurs majeurs, des entreprises, des collectivités, qui parlent d'agir, d'influer, donc de pouvoir vraiment redonner, ne pas subir. Ça, c'est des mots qui nous parlent énormément chez Emmaüs Connect. Alors, notre action, elle est nationale. On est une association qui agit auprès des publics en précarité sociale et numérique. La fracture numérique, elle touche à peu près 15% de la population en France. Et contrairement aux idées reçues qu'on peut avoir, ça ne concerne pas que les seniors. Alors je pense que c'est un sujet qui est un peu dépassé, mais avant 2020, avant le Covid, avant qu'on se retrouve tous chez nous en télétravail avec les enfants qui récupèrent les devoirs sur WhatsApp et tous à devoir faire des visios à enchaîner ça, on se disait que la fracture numérique c'était un sujet de seniors, que ça allait se résoudre tout seul et qu'on n'avait pas forcément besoin d'acteurs comme Emmaüs Connect. Bon, là, ça a changé. On voit bien qu'il y a un petit sujet et on voit même chez les jeunes qu'il y a des sujets d'usage du numérique qui ne sont pas encore acquis complètement. On va en parler un petit peu après sur l'éducation au numérique, mais déjà faire monter en compétence les publics, c'est une de nos premières missions. Il y a un manque de compétences. Elsa, vous l'avez dit, il y a à peu près 20% des Français qui manquent de maîtrise. On a de l'autre côté aussi 8 millions de Français qui n'ont juste pas d'équipement, qui n'ont pas les moyens de s'acheter un équipement, alors qu'en fait toutes les démarches administratives sont en ligne. Elles peuvent être facilitées quand on a des métropoles engagées, mais elles sont quand même en ligne. Trouver un logement, trouver du travail, suivre la scolarité de ses enfants. Il n'y a plus de carnet de liaison, il n'y a plus de bulletin de notes. Prendre un rendez-vous pour se faire vacciner ou pour aller chez le médecin. Tout ça se passe exclusivement sur Internet. Et on a encore 8 millions de Français qui n'ont juste pas l'objet qui permet d'aller sur Internet. Et le dernier sujet, c'est la connexion, qui se résout petit à petit. Les opérateurs agissent fort sur ces sujets-là. Les zones blanches commencent à se réduire. C'était un des premiers problèmes de connexion il y a quelques années. Il reste quelques territoires en Nouvelle-Aquitaine un peu mal couverts, mais il y a des plans d'action qui se déploient. Mais il y a quand même des gens qui ne peuvent juste pas avoir de forfait. On pense à des gens qui sont à la rue, pas de compte en banque, pas de forfait. Donc comment on fait quand on doit appeler le 115 pour trouver un logement le soir, quand on n'a pas de téléphone, on doit acheter des recharges prépayées qui coûtent encore un peu trop cher, et surtout les plus précaires payent le plus cher. Donc voilà, on agit sur ces 3 sujets-là, la connexion, l'équipement et l'accompagnement. Et ça fait 10 ans qu'on fait ça et malheureusement on en a encore pour quelques décennies à travailler sur ce sujet-là. Et concrètement, comment ça se passe sur le terrain ? Vous proposez des ateliers, vous avez des lieux, vous proposez du matériel ?
Absolument. L'action, elle est très physique. C'est de l'accompagnement de proximité. Là, justement, dans l'étude que Elsa a mentionnée en introduction, les Français estiment qu'ils ont envie d'être accompagnés dans des lieux physiques, associatifs. Et donc, c'est exactement ce qu'on incarne. On a des lieux d'accueil dans les grandes métropoles de France où on a des salles de classe et on donne des cours. La première séance, c'est la souris, le clic droit, le clic gauche. Et ben, on prend 2 heures tranquillement pour voir ça. Pour rassurer, il y a beaucoup de notions de donner confiance. Le numérique, ça fait peur. Les chiffres nous disent aussi que 60% des Français déclarent que le numérique leur complique la vie. Ça leur fait peur, il y a beaucoup de craintes. Alors, je ne parle même pas des sujets sur l'IA qui sont en train de questionner encore plus les publics éloignés. Mais il faut vraiment donner confiance. Et donc, on est là pour prendre le temps, pour rassurer, donc avec des ateliers de montée en compétences. On a aussi développé des filières de collecte de matériel, de réemploi. Donc en fait, pour équiper ces publics qui ne peuvent pas s'équiper, on est allé toquer aux portes des entreprises, des collectivités, en leur disant vous n'avez pas des ordinateurs dans les placards qui traînent, on a plein de gens qui en ont vraiment besoin, on va les reconditionner, les remettre sur pied et les redistribuer à ces publics-là. Voilà un peu l'action qu'on incarne un peu partout en France. Delphine Jamet, comment se traduit-vous votre politique pour l'inclusion numérique sur la métropole ? Elle se fait à plusieurs échelles. D'abord, elle vient en complémentarité de celle des villes, généralement aussi. Et donc, on subventionne déjà beaucoup les associations qui œuvrent sur le territoire. Au niveau de Bordeaux Métropole, on a, après le Covid, l'Europe a lancé un plan de relance et donc beaucoup de financements sont arrivés dans les pays. Et en France, une partie de ces sommes est allée vers des conseillers France Service, des conseillers numériques. Et donc les collectivités ont recruté ces conseillers. Et donc par exemple, la ville de Bordeaux, nous en avons 6 qui viennent en complément de ce que vient de dire Paul. De toute façon, je pense qu'on n'est jamais assez nombreux pour en faire parce qu'il y a vraiment du besoin et de la demande, donc c'est une nécessité. Et donc à la métropole, on a un coordinateur de ces conseillers France Service au sein de la métropole qui permet d'avancer ensemble, de collaborer ensemble. Et on a aussi une action au niveau européen, notamment, et nationale. Et très bientôt, la semaine prochaine, nous recevons le forum de l'association qui s'appelle Eurocities, qui est une association des grandes collectivités européennes et qui fait du lobbying au niveau de la Commission européenne notamment et du Parlement européen. Et donc j'ai eu la chance il y a 2 ans d'être élue vice-présidente de ce forum avec la ville de Rotterdam. Et avec la ville de Rotterdam, on s'est entendu pour mettre comme sujet numérique en avant les questions d'inclusion et de droit numérique. Et ça, c'était important parce que la question d'inclusion est toujours considérée comme une question que sociale. Et c'est une question sociale et sociétale, bien entendu, mais par contre, l'argent au niveau de la Commission européenne, elle se fait plutôt au niveau développement économique et donc du numérique. Et donc, ce qu'on essaye de porter comme message, c'est de dire, quand on développe du numérique, derrière, indéniablement, et ça, c'est un fait, c'est comme ça, on crée des fractures. Donc, il faut absolument que les entreprises, que la Commission européenne s'emparent de ce sujet-là et donc permettent de financer des projets sur les territoires. Et les villes et les métropoles sont les mieux à même de porter ces projets, plus que le niveau départemental ou régional. C'est la structure, en tout cas en France, c'est la structure qui veut ça. Et donc, on pousse effectivement la Commission européenne à pouvoir financer des projets sur les territoires sur les questions d'inclusion numérique. Et nous, la question de l'inclusion numérique, on la prend aussi de façon assez large au sein de Bordeaux et de Bordeaux Métropole, puisqu'on va aussi sur le côté éducation à. Et ça, c'est vraiment important pour nous, et notamment sur le fait que Paul l'a très bien dit, aujourd'hui, c'est pas un problème que de seniors, c'est pas du tout ça. Les jeunes, en fait, savent se servir d'un smartphone, mais sont incapables de faire une démarche en ligne sur un ordinateur. Et je vais vous donner un exemple très personnel. Je suis en plein dans Parcoursup avec mon fils qui va passer le bac. Et juste pour faire la mise en forme de la lettre de motivation, il allait mettre Arial 11 sélectionné. Il savait pas le petit pinceau pour faire la mise en forme, par exemple. Donc, en fait, ils savent pas utiliser les logiciels. Ils savent pas utiliser tout ça. Et donc, on a une nécessité de leur apprendre et une nécessité aussi à leur apprendre à se déconnecter. Et dans le choisi et non subi, ça en fait partie. Et c'est aussi de l'inclusion numérique parce qu'aujourd'hui, très clairement, le numérique génère beaucoup de troubles et des troubles aussi au niveau de nos agents publics, des personnels où on est hyper connecté. Et donc, c'est
tout le temps, on est tout le temps sur sollicité, etc. Et donc on a cette nécessité d'apprentissage pour dire attention, de ne pas faire tout le temps du numérique, c'est bien aussi, de ne pas toujours être derrière les écrans, c'est bien aussi. Et on a une nécessité d'apprendre aux parents à maîtriser aussi et à accompagner leurs enfants dans ce domaine, et notamment au niveau de la petite enfance. Donc on travaille sur tous ces sujets-là. On reparlera de ça juste après. Je voulais voir du côté de Bouygues Télécom, comment vous accompagnez, vous, les associations de terrain. Avec la Fondation Bouygues Télécom, notamment, vous avez des actions? Oui, c'est vrai que c'est terrible parce que j'ai très très envie d'embrayer sur le sujet d'éducation numérique, mais effectivement, on fait la petite parenthèse et après on y va. On va y revenir parce que c'est au cœur de notre nouvel engagement. Donc très heureuse de vous entendre aussi le partager. Oui, sur la Fondation Bouygues Télécom, alors ça peut paraître très paradoxal avec tout ce qu'on vient de se dire, mais en fait, on a fait le choix. C'est une fondation qui existe depuis 20 ans, qui est très très bien accueillie par le secteur associatif, et on a fait le choix en 2021 justement d'être complètement agnostique de cause, donc de ne pas tanker l'ensemble de nos sujets autour du numérique, mais plutôt de se dire, aujourd'hui, la réalité du secteur associatif, c'est qu'on a besoin d'accompagner les associations et le secteur associatif dans leur propre développement, dans leur propre combat au quotidien, avec notamment le sujet d'engagement très fort du bénévolat. Et donc, la mission de la Fondation Bouygues Télécom, c'est de favoriser l'engagement de tous pour un impact social et environnemental. Donc, c'est un choix très ancré chez Bouygues Télécom d'être agnostique de cause et de ne pas forcément flécher spécifiquement sur le numérique. Cela étant, ça ouvre un champ très important pour nous parce qu'on a 3 grands programmes d'action au sein desquels c'est, encore une fois, je reviens à ce que je disais en introduction, c'est l'engagement des collaborateurs qui est au cœur de ce dispositif. On a un appel à projet local où on propose de doter financièrement des associations donc en lien avec notre mission. Mais là, ce sont bien des collaborateurs qui vont étudier localement chacun des projets. On a un deuxième grand axe deuxième grand programme d'action de la Fondation qui est dédié à l'accompagnement de grands partenaires que nous avons, des partenaires historiques. Je ne peux pas ne pas citer Surfrider Foundation ici, ou l'association Petit Prince, ou encore Planète Mère, ou Benenova. Enfin voilà, vous voyez, on a un tissu associatif extrêmement large. Et enfin, un troisième levier d'action qui est très cher à Bouygues Télécom et assez singulier et inédit. Notre fondation a créé un incubateur d'associations, c'est-à-dire qu'on va accompagner des jeunes pousses associatives à survivre, un peu comme une start-up qui est incubée, à survivre dans ses 3 premières années de vie, de façon à ce qu'elles puissent être accompagnées par tout un écosystème de partenaires que met la Fondation à disposition de ces jeunes pousses associatives. Ça va de l'accompagnement sur la gouvernance, sur comment est-ce que je rentre dans une logique d'essaimage, comment est-ce que je gère mes sujets juridiques, comment je mesure mon impact à l'heure où aujourd'hui on doit tout quantifier. C'est très très important de leur donner les clés de la mesure d'impact. Et en fait, cet incubateur, il répond encore une fois à cet engagement chez Bouygues Télécom qui est de dire: il faut qu'on accompagne profondément le secteur associatif à nous aider dans ce combat sociétal, que l'on soit collectivité, que l'on soit entreprise, que l'on soit association. Voilà, ça fait partie des sujets d'engagement très importants chez Bouygues Télécom. On va revenir sur le sujet de l'éducation numérique, qui fait partie aussi de l'inclusion numérique, vous le disiez Delphine Jamet. Vous, à Emmaüs Connect, Paul Soncourt, est-ce que vous avez remarqué, vous me l'avez dit quand on a préparé cette table ronde, qu'il y a eu un virage à un moment où c'était plus juste expliquer comment on allume un ordinateur, comment on se connecte, mais que c'était aussi faire de l'éducation, de la pédagogie pour se prémunir des dangers qu'on connaît sur le numérique. Notamment l'addiction aux écrans, on en a parlé, mais aussi les arnaques et beaucoup d'autres choses. Et les fake news, et on pourra en lister beaucoup. Absolument. Il faut se rappeler quand même que le smartphone est arrivé dans nos poches en 2007. C'est quand même il n'y a pas très longtemps. Nos cerveaux, ils ne sont pas encore vraiment adaptés. Ça va être quand même très très long avant qu'on s'adapte, et c'est beaucoup plus fort que nous. Donc on s'est rendu compte petit à petit qu'on avait une posture pendant 10 ans d'apprendre à utiliser l'outil. Alors, je vous ai dit, le clic droit, le clic gauche, le clavier. On a montré l'approche vraiment de l'outil, comment ça fonctionne, essayer de rendre les gens un peu tout terrain, parce qu'en plus, les interfaces changent tout le temps de couleur, de forme, de logo. Le bouton est en haut à gauche, en bas à droite, le lendemain. Très perturbant pour des gens éloignés. Et on a vite vu on a senti qu'il y avait quand même des difficultés, et c'est encore une fois pendant le Covid qui a été un accélérateur, un catalyseur sur les sujets d'inclusion numérique. C'est l'Éducation nationale qui est venue nous chercher en disant
faut nous aider là, les enfants sont chez eux, c'est très compliqué pour leur faire suivre l'école, il faut aider les parents, il faut outiller les parents, mais ce serait bien si vous pouviez aussi inculquer quelques notions autour de l'éducation au numérique pour que les parents soient un peu outillés pour discuter, prendre conscience des enjeux, des risques. Et donc on a commencé par ce petit morceau-là sur les parents, donc il y a à peu près 5 ans, sur des parcours parentalité, mais vous allez aussi en parler. Et donc on a continué à développer ça, et on a vu qu'en fait on ne pouvait pas juste traiter le sujet par le prisme des parents. Les parents sont en effet une partie de la population, mais sur ce sujet des risques du numérique, pour les jeunes, il faut parler aussi aux jeunes et même aux enseignants. Donc là, on en est qu'à l'étape 2. On parle pour l'instant maintenant aux jeunes. Donc en fait, c'est les directeurs d'établissement qui sont venus nous chercher en nous disant c'est très compliqué, les enfants dans la cour de récré, ils se tapent dessus parce que le soir, il s'est passé plein de choses sur les réseaux et il y a des situations de harcèlement qui ne s'arrêtent plus aux portes de l'école, là où avant c'était le cas, il y a même pas 20 ans du coup. Enfin, ça fait beaucoup quand même, 20 ans, mais c'est infime sur l'échelle de ce qu'on vit. Donc, ils sont venus nous chercher sur ces sujets-là. On a développé des modules sur le cyberharcèlement. Tant qu'à faire, ils nous ont dit les fake news, ce serait bien aussi. Le rapport aux écrans, ce serait bien aussi. Donc, on a développé pas mal de modules sur ces thématiques-là. Et on se rend compte qu'on ne peut plus juste outiller. C'est un peu donner quelque chose qui a beaucoup de pouvoir. Alors, des choses très positives. Nous, on voit le numérique comme une chance pour tous. C'est pour ça qu'on dit que c'est notre slogan. Mais il y a quand même des risques et on ne peut pas envoyer les gens comme ça sur Internet tout seul sans leur donner un petit kit de survie parce que maintenant il faut quand même avoir un petit bagage solide et surtout les publics jeunes. Donc on travaille sur ces axes-là. On doit, en plus d'outiller et de faire monter en compétences, on doit faire prendre du recul, mais ça implique aussi de prendre des positions politiques aussi sur quel numérique on veut. Les logiciels libres et propriétaires, la gestion des données, les plateformes, c'est tous ces sujets-là qui arrivent rapidement dans les discussions et beaucoup de questions sont posées par les publics. On essaie de les accompagner comme on peut, mais des sujets d'arnaque, on a eu une Anne, vous avez entendu l'histoire de Anne et Brad Pitt, on a une dame qui a eu exactement qui s'est fait arnaquer des et ça ne touche pas que les jeunes, c'est vraiment... Pas que les jeunes. Ah oui, là, on a attaqué par les jeunes, mais en fait, ça quand on regarde les stats montrent qu'en fait, les publics moins jeunes, pour être correct, sont encore plus touchés par les fake news, les arnaques. Donc, on a une dame qui est venue qui nous a dit j'ai envoyé, je crois, 2000 € à mon guitariste préféré péruvien. Et on lui a dit non, là, c'est pas lui. Et c'était un choc pour elle. Elle n'a pas compris. On a passé une demi-journée avec elle, lui expliquer, à montrer tout ce qui s'était passé petit à petit. Et elle était un peu sidérée de cette situation. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui se font avoir avec l'essor de plein de technologies. Donc il faut, maintenant, c'est notre devoir aussi d'éduquer et de faire prendre du recul. Le monde numérique n'est pas sans danger. Claire Boilet-Forestier, ça fait partie aussi un des axes de votre feuille de route de RSE et c'est aussi votre devoir en tant qu'opérateur de faire de la prévention sur ces risques-là. Vous avez tout un axe sur la parentalité aussi, de l'accompagnement de la parentalité. Au-delà de notre devoir, je crois que c'est notre responsabilité en fait en tant qu'opérateur. Donc je vais complètement m'aligner avec ce que vous avez dit. Je crois que chaque acteur aujourd'hui doit prendre ses responsabilités. Nous, quand on a sorti cette stratégie RSE, bien entendu que le sujet de l'éducation au numérique était au cœur de nos réflexions. Et en fait, on est arrivé très vite au constat aussi qu'il fallait qu'on mutualise nos forces. C'était pas seul en tant qu'opérateur qu'on allait pouvoir changer la donne, même si je pense que Bouygues Telecom a beaucoup de choses à raconter sur cet angle-là. Mais en fait, on s'est dit sur l'éducation au numérique, il est aussi temps de parler d'un numérique qui puisse être positif, qui puisse être inspirant, qui puisse être rassurant. Et c'est exactement ça qu'on a voulu faire passer avec cette stratégie RSE, mais c'est surtout avec la création d'un partenariat tripartite que je crois particulièrement innovant. Bouygues Telecom s'associe au WWF France pour adresser les sujets de numérique et d'environnement. On parle beaucoup d'enjeux sociétaux. Je pense que la jeune génération qui arrive est aussi très très en attente
en tout cas qui est pétri de conviction sur l'environnement, et il faut savoir aussi pouvoir l'adresser, mais également avec une association française qui s'appelle La Voix de l'Enfant, qui agit depuis 40 ans sur les sujets de plaidoyer, notamment de protection de l'enfance. Et notre parti pris à 3, et je le dis de façon encore plus libre que le WWF est présent là dans la salle et sur ce salon, notre parti pris, c'est de dire il faut absolument avoir une approche holistique de l'éducation au numérique. C'est évidemment tout ce que vous disiez sur l'accompagnement des gens dans une meilleure pratique du numérique, mais n'oublions pas aussi le sujet du lien entre le numérique et l'impact sur l'environnement. Et à 3, on a décidé collectivement de se dire il faut continuer en tout cas au moins ouvrir ce dialogue avec les Français sur un numérique plus responsable et qui puisse être inspirant. L'objectif, c'est évidemment de ne pas être dans une logique de brider les gens, c'est plutôt de leur dire en fait le numérique est là, il est au cœur de nos vies. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une vie numérique saine et apaisée? Donc ces deux partenariats, ce partenariat tripartite va nous permettre aussi, vous disiez qu'on a passé l'étape des contenus, je crois qu'il est encore temps de créer des contenus à forte valeur pédagogique pour raconter un numérique positif avec ce double angle de l'environnement et du sociétal. Et je crois qu'aujourd'hui, effectivement, la cible, c'est une cible famille très forte. Vous parliez de Parcoursup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très très solidaires de vous en ce moment. Je pense sincèrement que les jeunes, il faut faire confiance aussi à cette jeune génération dans sa capacité à vivre le numérique et nous, en tant que parents ou adultes accompagnants, à leur faire confiance dans leur vie numérique aussi. Et paradoxalement, rassurer les parents, les familles dans leur rôle aussi d'ouverture, d'accompagnement, de contrôle. C'est pas un gros mot aussi, on parle de contrôle parental. Il faut pouvoir accompagner aussi le jeune dans ce qui est possible et ce qui n'est pas possible de faire. Et c'est la conviction profonde de Bouygues Telecom aujourd'hui de dire il faut mutualiser nos forces sur ce sujet. Donc on est très heureux d'avoir ces partenariats-là, mais très heureuse aussi de vous entendre, Paul, et de voir que de nombreux ponts sont communs avec Emmaüs Connect aussi. Vu que vous avez déjà tous vos supports, voyons comment on peut agir ensemble. Delphine Jamet, vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, que Bordeaux Métropole était très mobilisée aussi sur ces questions d'éducation numérique. Vous mettez plusieurs actions en œuvre, notamment les 10 jours sans écran. Vous pouvez nous en parler peut-être? C'est à la ville de Bordeaux, pour le coup, où il y a une expérimentation début de 2020 sur une école où on a lancé le défi 10 jours sans écran, qui était un défi canadien au départ. Et donc des services ont testé ça sur une école de la Bastide. Et donc le but, c'était dans une école, faire en sorte que l'ensemble des classes participent à ce défi et que la ville propose pendant cette période-là par exemple, un peu plus de choses sur le niveau du sport ou de la culture, des alternatives, et aussi un livret pédagogique qui permettent d'accompagner les parents avec notamment la question des 4 pas, pas le matin, pas le midi, pas avant de se coucher, etc. Parce que scientifiquement, les études ont prouvé, et je le redis, scientifiquement, les études ont prouvé que ça avait une influence notamment sur le sommeil des enfants, sur les apprentissages, sur les relations sociales au sein de la famille, etc. Et de cette expérience, on a tiré des conclusions, parce qu'on a fait un questionnaire à destination des parents et des enseignants, et les conclusions étaient assez importantes, c'est-à-dire que 80% des enfants avaient retrouvé un bon sommeil, les 80%, on était sur des chiffres avoisinant tout ça, je crois que c'était 79% des parents disaient qu'au sein de la famille, on se parlait plus. Voilà, des choses très concrètes, et donc on a décidé de le généraliser à la ville de Bordeaux. Et donc aujourd'hui, c'est des défis qui se font pratiquement dans toutes les écoles. Donc chaque année, les écoles tournent, mais chaque année, donc à Bordeaux, on a à peu près 16 000 enfants scolarisés en école maternelle et primaire. Et donc on a plus de 10 000 enfants qui sont touchés chaque année par ce défi. Et c'est important parce que pour le coup, ça accompagne les enseignants, l'éducation nationale, ça accompagne les parents et les enfants. Et ça leur fait prendre conscience de plein de choses, et aussi aux parents, ça leur fait prendre conscience de la façon d'être aussi à la maison, de ne pas être tout le temps connecté, né sur son téléphone. Et comme l'a dit très justement Paul, ça fait que depuis 2007, en fait, finalement, qu'il y a cette révolution. Par contre, c'est une révolution qui s'est imposée à tout le monde, et sans garde-fou.
et sans apprentissage. Et aujourd'hui, il est temps, plus que temps, en fait, de lancer ces apprentissages et de travailler sur ces sujets. Et donc, ce qu'on a fait aussi à la ville, en partenariat avec l'Agence régionale de santé, la protection maternelle et infantile du département, et chez nous, de notre côté, tout ce qui concerne nos crèches, notre direction petite enfance, on a fait un livret d'accompagnement à destination plutôt des professionnels là, de la petite enfance pour les 0-3 ans. Donc, quand on est en crèche ou chez une assistante maternelle, pour bien rappeler que 0-3 ans, c'est 0 écran. En fait, ça, c'est absolument nécessaire, et il faut se le dire que c'est pas parce que notre enfant est sur un écran et qui swappe des écrans ou qui met des cases, etc., qu'il est plus intelligent qu'un autre. Non, en fait, de façon cognitive, ça n'apporte rien, et donc justement, ça fait plutôt du retard de langage, etc. Alors le numérique peut être pas mal sur d'autres choses, c'est-à-dire qu'il peut y avoir du numérique sans écran, il peut y avoir pour écouter de la musique, écouter un livre audio, mais on n'est pas obligé d'avoir un écran. C'est vraiment la question de l'écran là, et c'est pas que la question du numérique. Et donc là, on a diffusé ce guide à destination donc, de tous les professionnels sur le territoire de la ville de Bordeaux et à destination des parents pour bien faire appréhender ce sujet-là. Et très clairement, on a vraiment cet enjeu d'éducation et d'accompagnement à la parentalité. Et aujourd'hui, on a des enfants qui sont en difficulté scolaire parce qu'ils ont des écrans dans leur chambre, parce que du coup, ils se couchent tard. Et donc, il faut vraiment faire comprendre et inverser la norme que c'est pas parce qu'on a des écrans qu'il faut les avoir dans la chambre, et c'est pas parce qu'on a des écrans qu'on est mieux que tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas d'avoir le dernier iPhone, sans citer une marque, mais qu'on est à la mode. C'est bien parce qu'on a un téléphone reconditionné. C'est pas parce qu'on l'a à 10 ans qu'on est à la mode. Plutôt, peut-être qu'on serait peut-être plus à la mode si on l'a qu'à partir de 14 ans. Et les risques, ils sont réel, c'est-à-dire que comme l'a dit Paul, nous on le voit dans les quartiers, dans certains endroits, mais les boucles WhatsApp, les boucles Instagram, ça génère de la violence, ça génère des trafics, ça génère beaucoup de difficultés dans les quartiers de relations sociales. Donc on intervient aussi du coup via la cité éducative, c'est un dispositif de l'État dans les quartiers politiques prioritaires de la ville, sur tous ces sujets d'accompagnement au numérique, et pour faire parler les jeunes aussi notamment, et c'est une vraie nécessité. Et je ne parlerai pas, bien entendu, de la question démocratique. Et là, tout le monde a en tête ce qui se passe aujourd'hui. Très clairement, les fake news, mais aussi que tous ces réseaux sociaux soient aux mains de personnes. Et là, tout à l'heure, vous parliez de politique RSE d'une entreprise, mais toutes ces entreprises avaient des politiques RSE qui sont en train de faire tomber parce qu'on a un gouvernement plutôt d'extrême droite aux États-Unis. C'est une catastrophe démocratique, et c'est une catastrophe vraiment pour la meilleure compréhension des enjeux sociaux, mais aussi environnementaux, et avec des backlash qui sont en train de revenir, et on est là dans une nécessité de réguler ça. Et je sais qu'au niveau européen, c'est aussi le travail qu'on mène sur les droits numériques pour ça, pour aller réguler et pas lâcher prise, parce que aujourd'hui, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais le fait que Facebook ait arrêté aux États-Unis le contrôle des informations sur ces plateformes, c'est un manque à gagner pour l'AFP, par exemple, de plus de 5 millions d'euros. Donc c'est plus de 200 journalistes de l'AFP qui vont être mis sur le carreau, parce que c'était eux qui étaient chargés qui avaient un contrat avec Meta pour faire ce genre de choses. Et donc derrière, ça a des répercussions énormes, parce que ça a des répercussions politiques, parce qu'on dit tout et n'importe quoi. Et à partir du moment où il y a une fake news qui est passée, pour rétro-pédaler, pour faire comprendre ce que c'est faux, mais c'est perdu. Et donc là, on a un enjeu majeur démocratique. Oui, les fake news voyagent beaucoup plus vite que les débunkages. Paul Soncourt, quand on vient au World Impact Summit en tant qu'Emmaüs Connect, est-ce que c'est aussi pour faire passer un message aux entreprises? Est-ce que vous voulez leur dire quelque chose s'il y a des... si elles nous écoutent aujourd'hui? Absolument. Comme l'ont dit mes deux co-speakerines, il y a assez à faire pour tout le monde. Excuse-moi. On a vraiment besoin de tout le monde. Il faut que tout le monde s'engage. Les entreprises, les collectivités, il y a plein de niveaux d'engagement possibles. Vous pouvez, dans un premier temps, donner du temps. Ça, c'est accessible à tous. Du mécénat de compétences dans les entreprises, du bénévolat à titre personnel. Emmaüs Connect, on a des antennes dans des grandes villes, mais il y a plein d'associations partout qui font ça. Je pense que vous faites une petite recherche, vous vous rapprochez de votre mairie, ils sauront vous aiguiller vers l'association qui a besoin de bras, et on a forcément besoin de bras. C'est le cœur de la guerre, c'est le nerf de la guerre, le temps et l'argent. Donc évidemment, si vous avez des politiques RSE avec des financements, les associations dont Emmaüs Connect fait partie ont besoin de votre soutien.
qui plus est dans un contexte économique un peu tendu pour les collectivités locales, territoriales, nationales. Le dernier levier, c'est un levier, j'ai l'impression, majeur sur ce World Impact Summit, c'est le numérique responsable, les parcs informatiques. Il y a plein d'ordinateurs qui dorment, j'ai dit, dans les placards. Nous, on est à la recherche de ces ordinateurs-là. Les statistiques disent que 38% des entreprises ont des ordinateurs dans des placards qui prennent la poussière. Donc pensez à Emmaüs Connect. Nous, on est vraiment en recherche de ça. On a eu une campagne télévisée et radio, vous avez peut-être entendu là, il y a un mois, sur France Télé, sur France Inter. On cherche vraiment des ordinateurs portables, des tablettes, des smartphones pour ces 8 millions de gens qui ne peuvent pas s'équiper tout simplement. Donc passez le message, vous êtes forcément soit salarié, soit vous connaissez des gens qui ont des entreprises autour de vous, où vous pouvez interpeller votre mairie, votre collectivité. Enfin, il y a forcément un levier facile à prendre, gratuit, à portée de main de tout le monde. Un petit mot peut-être sur le mois de la collecte numérique, puisque c'est aussi, il nous reste quelques jours. Tout à fait. Alors ça s'inscrit effectivement dans mars. une cadre d'une campagne internationale qui est le Digital Cleanup Day, qui au départ était plutôt lié aux données, mais on sait que l'impact environnemental du numérique est plutôt sur le matériel. Et donc il y a une nécessité d'aller récupérer, comme dit Paul, ce qui se trouve dans les placards et les tiroirs. Et donc Bordeaux Métropole a lancé depuis 3 ans maintenant, et on l'a fait étape par étape. Au début, c'était à destination de nos agents pour voir comment ça allait fonctionner. L'année dernière, nous l'avons ouvert au grand public et donc on a aujourd'hui, pendant tout ce mois de mars, 56 points de collecte dans toutes les communes de Bordeaux Métropole pour collecter tout ce qui est outils électroniques et numérique et donc petit matériel aussi, et en association avec l'association René et Microéco qui vont reconditionner cela, où il va y avoir du don d'ordinateurs, potentiellement de tablettes, smartphones aussi, ou des reventes à petit prix en seconde main. Donc là, ça dure pendant tout le mois de mars. Et l'année dernière, on avait récupéré pas mal d'appareils. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'on a un taux de reconditionné qui était plutôt de l'ordre de 16%, alors qu'au niveau national, quand on collecte, le taux de reconditionné est à peine 4%. Donc ce type de collecte a vraiment un intérêt pour aller récupérer de la seconde main après, ou des pièces détachées pour de la refabrication, parce que forcément, ce n'est pas le recyclage qui va nous sauver. Ça, il faut que tout le monde en soit très, très clair là-dessus. Ce n'est pas le recyclage de tous ces appareils qui va nous sauver, mais c'est bien le reconditionnement ou la refabrication. Et donc, on a un enjeu sur ça. Oui, un petit mot de conclusion et après on passe aux questions. Bien sûr, mais je vais enchaîner parce qu'effectivement, on ne peut pas quitter cette table ronde sans flécher. Vous l'avez fait, donc sur l'urgence absolue d'aller récupérer tout ce qui traîne dans les tiroirs, dans les placards. Effectivement, vous l'avez mentionné, il y en a beaucoup. Sachez aussi que chez Bouygues Telecom, dans tout le réseau des boutiques, tout au long de l'année, vous pouvez, donc tant mieux. Ces opérations sont conjointes et collectives, donc l'urgence, elle est nécessaire pour tout le monde. L'année dernière, on a collecté près de 250 000 mobiles en France. Vraiment, on peut faire beaucoup plus. Derrière, il y a des sujets de réparation, il y a des sujets de réutilisation. Je ne peux que vous inciter à franchir le pas aussi vers des smartphones reconditionnés. On sait quand même aujourd'hui que c'est quand même 80% d'impact en moins. Donc voilà, il y a quand même des sujets d'acculturation et de partage. Et je voudrais juste terminer parce que vous avez mentionné le backlash. Je crois que quand on est directeur RSE, on se doit d'être résolument optimiste. Donc je suis confiante dans la capacité déjà à la France et à l'Europe de se mobiliser, de ne pas pouvoir revenir en arrière sur ces sujets. Je crois qu'aujourd'hui, on l'a tous démontré ici. C'est la force de nos engagements collectifs qui fera la différence. C'est la somme de nos actions prises, peu importe qui nous sommes, associations, élus, entreprises. Paul Watson disait hier soir que nous étions tous embarqués sur le même vaisseau. C'est exactement ça le message qu'il faut faire passer. Il n'y a pas de sujet de concurrence, il n'y a pas de sujet de business là dans ce qu'on est en train de se dire. On a juste un enjeu d'avancer. Donc arrêtons de se dire qu'on n'a pas de levier d'action, arrêtons de se dire qu'on n'a pas de moyens et qu'on n'a pas de relais ou d'action possible. On a tous un levier d'action. Il faut juste se poser 2 minutes le matin en se levant pour y réfléchir. Et je vous promets que vous trouverez un levier d'action. Merci. Il nous reste quelques minutes si vous avez des questions. Je vois pas. Ah, voilà, une question là-bas. J'arrive. Déjà, merci beaucoup. Alors, j'espère que je ne vous fais pas répéter, mais
On a parlé beaucoup d'éducation au numérique et aussi des enjeux politiques, mais on a évoqué les associations avec lesquelles vous travaillez. Je voulais savoir s'il y avait d'autres leviers justement avec les associations pour les aider justement à être encore plus dans l'action. Est-ce que le terme d'engagement peut se jouer aussi, enfin l'engagement avec l'outil numérique peut se jouer aussi sur ça, sur la création de liens sociaux, etc. Est-ce que vous avez des actions spécifiques par rapport à ça? Je vais juste effectivement reprendre sur ce que je disais. Je crois qu'aujourd'hui, le monde associatif n'a besoin que de bénévoles aujourd'hui. Donc tout l'accompagnement que l'on pourra faire conjointement sur le fait de recruter, d'accompagner les associations pour qu'elles puissent recruter des bénévoles, les fidéliser, avoir les moyens. Aujourd'hui, il y a quand même très peu de fondations, et nous on est très fiers à la Fondation Bouygues Telecom, notamment dans les dotations qu'on fait, de financer des frais de fonctionnement. En fait, aujourd'hui, pour que le secteur associatif, au-delà des enjeux numériques, survive, c'est la question stratégique de comment est-ce qu'on favorise le bénévolat en France, comment on rend ça possible. C'est un don de soi qui est absolument formidable, et je crois qu'aujourd'hui, les mécènes côté entreprise ont cette responsabilité de rendre ça possible. Donc, indépendamment du secteur, je pense que ce n'était pas tellement votre question, c'est plutôt quels sont les moyens d'action. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, il y a des moyens de rendre encore plus puissant le bénévolat en France, et que le monde des entreprises, je ne peux pas parler pour vous, mais en tout cas, que côté corporate, on a notre responsabilité et on peut agir au quotidien. Oui, moi, je rajouterais, effectivement, je suis tout à fait d'accord, et je crois qu'on se complète tous les uns les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise se doit, via ses politiques RSE, effectivement, d'accompagner le monde associatif et de l'accompagner sur le fonctionnement aussi, pour diversifier les financements des associations, parce que ça ne peut pas reposer que sur la force publique, et aujourd'hui, on le voit très clairement. Aujourd'hui, par exemple, sur les questions d'inclusion numérique, vous aviez le département qui subventionne, la métropole qui subventionne, la ville, par exemple, de Bordeaux qui subventionne une même association. Aujourd'hui, quand vous avez une collectivité qui est en difficulté, comme c'est le cas ici en Gironde, mais vous avez une baisse de subventionnement d'une, et donc derrière, est-ce que les autres ne peuvent pas pallier forcément. Donc on a une nécessité de diversifier les financements des associations. Ça, c'est fondamental. Nous, à la ville de Bordeaux, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de faire se connaître les associations entre elles, pour qu'elles travaillent en réseau et qu'elles ne soient pas en concurrence. Donc on a tout ce travail sur la vie associative pour qu'elles se connaissent mieux et faire mieux connaître aussi ce qu'elles proposent. Et donc on a un forum du bénévolat, on a un forum des associations pour faire connaître tout ce que font les associations. Et on les accompagne également très souvent dans le patrimoine immobilier, c'est-à-dire pour avoir des bureaux, pouvoir avoir des lieux de prestations, etc. Donc, où est-ce qu'elles vont dispenser, par exemple, un cours, on essaye de les accompagner pour leur mettre à disposition du patrimoine immobilier. Donc, on essaye de faire tout ça. On a clairement aussi le bénévolat de compétences à développer au sein des agents de la collectivité aussi, et ce qui se fait souvent. On a souvent des agents qui sont engagés, et donc qui vont faire ça. Et moi, j'espère au niveau national, c'est qu'un jour, le bénévolat soit reconnu. Et ça, excusez-moi, je prends mon rôle un peu d'élu, mais il y a le sujet du revenu universel de base qui avait été mis sur la table à un moment donné, et notamment à destination des jeunes, pour faire en sorte, moi j'aspire politiquement, je me dis que si on a quelqu'un qui passe 50% de son temps dans une association, avec un revenu de base, ça vient faire en sorte qu'elle ne perde pas trop d'argent par rapport à son 50% en temps de travail dans une entreprise, par exemple. Ça serait la cerise sur le gâteau. Je pense qu'il faut garder des utopies et des rêves. Et donc ça, moi, c'en est un pour moi. C'est de valoriser comme ça, à un moment donné, le bénévolat, et pour que ce bénévolat soit aussi reconnu à titre professionnel à un moment donné, dans une expérience professionnelle, quand on cherche de l'emploi. Mais le bénévolat, c'est pas anecdotique. Ça permet de faire beaucoup de choses aussi. Et donc, il faut valoriser ces compétences-là aussi. Paul Soncourt, vous voulez ajouter quelque chose pour répondre à cette question ? Non, mais tout est dit. On a besoin de temps, on a besoin d'argent. Il y a plein de plateformes. Allez voir sur jeveuxaider.gouv ou je sais pas quoi. Il y a plein d'assos qui ont besoin de temps. Temps, argent. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Il n'y a plus de questions. Ça tombe bien, on est pile dans les temps. Merci beaucoup à tous les trois. Je termine cette table ronde. Dans un instant, une autre table ronde. On enchaîne direct avec quelles solutions à disposition des collectivités pour réduire la facture d'énergie. Voilà.
Bon après-midi à tous. Tout un...